Bienvenue à tous à l'épisode numéro 7 de notre balado Sortir du moule, un épisode en formule estivale. Dans le cadre de cet épisode, nous plongeons au cœur des enjeux cruciaux de la chaîne d'approvisionnement pour les manufacturiers au Québec. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces défis impactent notre industrie et quelles stratégies pourraient nous permettre de les surmonter. Ne manquez pas cet éclairage essentiel dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir M. Stéphane Drouin, vice-président Achats québécois et développement économique chez Investissement Québec. Ensemble, nous allons explorer plusieurs sujets cruciaux qui touchent l'approvisionnement, dont notamment l'état actuel de la chaîne d'approvisionnement dans notre province, des menaces qui pèsent sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, des avantages de produire et de s'approvisionner localement, ainsi que de la stratégie « Je m'approvisionne au Québec » mise en place par Investissement Québec et bien plus. Alors sans plus tarder, bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Merci Simon pour cette belle invitation, très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Quel est l'état de la situation de l'approvisionnement au Québec? Belle question. Écoute, ça a été... à la base, la chaîne d'approvisionnement au Québec, on a quand même un grand réseau de fournisseurs dans plusieurs secteurs économiques, dont tout le plastique polymère en fait partie. C'est un secteur très important dans nos chaînes d'appro, la transformation métallique. Ça, on a un groupe d'entreprises, d'entrepreneurs très efficaces, très performants, très fiable aussi. Je pense qu'au niveau qualité, etc., nos fournisseurs québécois sont bien reconnus. On a encore un défi de main-d'œuvre, bien entendu. Bon, qui tend à varier, mais quand même, quand on regarde les données pour chaque départ à la retraite, il y a 0,8 personnes qui vont être là pour remplacer. Ça fait qu'éventuellement, même si l'économie se résorbe un peu, il y a quand même des défis qui nous attendent dans les prochaines années. Tout relié à ça, la notion de productivité. On a encore un retard au Québec de productivité autant face à l'Ontario, face au reste du Canada, face aux États-Unis. Donc, c'est certain qu'en termes d'attractivité de la chaîne d'approvisionnement, autant par rapport à l'export, autant par rapport à localement, ça amène certains défis. Puis je pense qu'il va falloir continuer de travailler vraiment très activement sur ce volet-là. C'est un des éléments très prioritaires du gouvernement aussi, puis chez Investissement Québec, là, tout l'accroissement de productivité. Et l'autre élément qui devient intéressant aussi en considération, c'est tous les grands projets de développement économique là, qui s'en viennent, qu'on pense à la filière batterie, qu'on pense à toute la transformation, le plan 2035 d'Hydro-Québec, Chantier des Vies, tout ça, il y a beaucoup de grands projets et tout le développement dans les secteurs stratégiques aussi là, qui vont venir donner un élan additionnel à nos chaînes d'approvisionnement pour les prochaines années. Est-ce qu'on a encore des bris de chaînes d'approvisionnement? Il y a quelques années, avec la pandémie, suite à la pandémie, on a connu plusieurs bris de chaînes d'approvisionnement. Puis là, tu nous parlais justement de quelques menaces et défis, mais Ouais. Je serais curieux de voir, est-ce qu'il y a encore des problématiques majeures de ce côté-là ou au moins ça s'est stabilisé? Écoute, moi, je vois ça comme l'ours qui dort. Effectivement, tu fais référence à pendant la pandémie, la crise des containers qu'on a eue, c'était vraiment très intense. La plupart, la grande majorité des entreprises ont subi des contre-coups de ça en termes de délai de livraison, d'insécurité, etc. Ça a mis beaucoup de pression sur tout le monde. Aujourd'hui, il y a pas de menace, il y a pas d'impact direct, mais les menaces sont toujours très, très, très présentes. Et toi, quand je dis l'ours qui dort, puis je fais beaucoup de lectures sur le sujet, c'est pas s'il va arriver quelque chose, c'est quand il va arriver quelque chose. Tu sais, on le voit, cette semaine, on annonce une grève potentielle au port de Vancouver. Dernièrement, on annonçait des grèves potentielles au CN pour OCP qui sont encore potentiellement sur le bord d'arrivée. Au port de Montréal, encore, il y a des menaces de travail. On regarde les changements climatiques amènent beaucoup d'influence sur les chaînes d'approvisionnement. Tu sais, toutes les chaleurs, les inondations, les tornades, ça a des incidences sur la chaîne d'approvisionnement partout dans le monde. On voit le canal de Suez et le canal de Panama qui ont été obligés de réduire le nombre de trafic et la taille des bateaux à cause de la sécheresse. Donc, ça a un impact sur les coûts et les délais. La guerre au Yémen aussi, là, le Mar du Nord, ça amène beaucoup d'éléments parce qu'il est obligé de contourner les bateaux. Donc, il y a encore plusieurs éléments. La guerre en Ukraine aussi a encore des impacts sur beaucoup de matières premières. Puis, une des grosses menaces qu'on voit beaucoup à l'horizon, nous, c'est toute la Chine avec Taïwan. On le voit toutes les semaines, il y a des menaces de la Chine ou des avions ou des choses comme ça sur Taïwan. Et encore là, les experts disent qu'il va se passer quelque chose éventuellement. Et le quelque chose, probablement la plus belle façon que la Chine peut avoir un impact négatif sur Taïwan et mettre de la pression mondiale, c'est de nuire au trafic maritime qui sort de Taïwan vers l'Occident
au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et la journée que ça va arriver, on importe au Québec pour plusieurs milliards de composantes qui sont utilisées dans l'approvisionnement au Québec. Oui, il y a beaucoup de composantes électroniques, mais il y a beaucoup de composantes non électroniques, métalliques, plastiques, etc., donc polymères. Donc, nous, on dit aux entreprises, attendez pas que ça arrive avant de revenir. La dernière crise, il n'y a personne qui l'a vu venir. On devait seulement réagir. Mais là, il y a les menaces qui sont là. Quand c'est l'ours qui dort, le gros nuage noir, on le sait qui est là. Par entre autres, Taïwan, ça en est un bon. Commencez à développer de la recherche de résilience pour des fournisseurs québécois. Pas obligé de tout transférer votre production. Peut-être que c'est un petit peu plus cher au Québec. Là, vous dites, ouais, mais plus cher que quoi? Puis je pense que dans la pandémie, les gens se sont aperçus que pas de matière, là, ça coûte cher aussi, tu sais, puis avoir les retards de production, les retards de livraison, fait que peut-être de trouver de la redondance aussi dans des entreprises québécoises, peut-être amener 25-30% de leur production à des fournisseurs québécois en backup qu'ils utilisent, mais va donner une certaine sécurité s'il arrive un événement, que ce soit météorologique, une autre guerre ou quelque chose avec Taïwan dans le futur. Fait que c'est là-dessus que tu sais, c'est pour une PME qui a plusieurs enjeux, main-d'œuvre, les taux d'intérêt, l'automatisation, le développement durable. Puis là, mais là, mes entrepôts sont pleins, j'ai pas de problème. Mais je comprends qu'aujourd'hui, moi, j'imagine toujours le jongleur d'assiettes sur des bâtons, là. Mais l'assiette d'approvisionnement est pas pire, elle ballotte pas trop, là. Mais attendez pas qu'elle ballotte avant de commencer à donner des coûts. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de sensibiliser les entreprises, de regarder l'achat local quand même comme une solution pour diminuer les risques. Bien, justement, on parle, tu l'as mentionné, qu'il y en a qui pensent que ça coûte plus cher de fabriquer ici, puis ça coûte moins cher de fabriquer ailleurs, d'importer. C'est quoi les avantages de produire pour s'approvisionner au Québec? C'est quoi le bilan réel? Comment que les gens peuvent voir cette plus-value-là? Bien, quand on travaille beaucoup à aider les entreprises à trouver des fournisseurs au Québec, puis un des grands avantages, il y a la diminution des risques de bris de chaîne d'approvisionnement. Donc, je dis, vous êtes tantôt, c'est pas de transférer nécessairement tout vers le Québec, mais au moins de se donner une sécurité locale avec un fournisseur qu'on entretient. Les autres éléments qu'on voit, qu'on entend directement des entreprises, c'est la flexibilité au niveau des opérations. Quand j'ai un fournisseur qui est local, qui peut travailler avec moi des fois sur les modes de livraison, sur la façon que c'est livré pour que ça soit plus agile dans ma production, les termes de paiement qui sont complètement différents. Quand on importe, on le sait, c'est payable souvent à la commande. Là, tu rentres ça prend 3 mois avant d'arriver. Là, ça rentre dans ton inventaire, ça prend 3-6 mois avant d'être utilisé. Tu sais, sur les marges de crédit, avec les taux d'intérêt qu'on a présentement, ça vient pesant. Là. Quand le container là, il y a de 25-30 000 $ de contenu, là, 40 000 $ et même plus, mais il commence à être pesant sur le poids financier. L'autre élément, c'est le contrôle de qualité. Donc, facile d'aller faire un contrôle de qualité chez un fournisseur qui est à 100 km. Puis un autre élément relié à ça aussi, souvent, dans ce que tu as, tu sais, jamais rien de parfait dans tout, là, ça arrive des fois que tu reçois un container d'Asie ou tu vas avoir une livraison d'un fournisseur au Québec, puis il peut y avoir des produits qui sont pas tout à fait conformes ou qui sont pas parfaits. Quand tu es à l'importation, normalement, tu peux pas retourner les produits. Puis deuxièmement, tu essayes de te faire créditer, puis c'est pas simple non plus. Fournisseur québécois, tu vas mettre ça sur une palette dans un coin, le fournisseur va repasser les chercher, il va les retravailler ou il va te les créditer, puis fait que sinon, le reste, fait qu'il y a plusieurs avantages comme ça qui pèsent dans la balance de façon intéressante, puis il faut que ça soit considéré. Puis c'est pour ça que on dit aux gens, faites pas juste voir le coût de base, là, parce qu'au-delà de ça, il y a quand même différentes variantes qui peuvent faire augmenter le coût de façon significative. En fait, il y a comme beaucoup de coûts cachés ou sans être cachés, c'est des coûts que c'est pas aussi apparent que le prix d'achat formel sur la facture du fournisseur étranger. Il y a tous les coûts parallèles. Exact, Simon. Je vais te donner un exemple. Je vais donner 2 exemples. Il y en a un, à un moment donné, une entreprise avec qui je parlais, puis tu sais, il était très fier de me parler de ses bonnes pratiques face aux achats qu'il faisait en Asie, principalement en Chine, où il y avait une personne localement qui faisait le contrôle de qualité. Eux, ils faisaient 4 voyages, parce qu'il y avait plusieurs fournisseurs en Chine, ils faisaient 4 voyages de genre de validation, de certification de leurs fournisseurs par année. Puis c'est vrai qu'il y avait des très bonnes pratiques. Là. Puis là, je pose la question, combien ça vous coûte par année? T'sais? Puis là, il dit, ça, ouais, là, il y a du ballpark, là, il dit, ça coûte environ autour de 100 000 par année. T'sais. Je dis, est-ce que vous l'incluez dans votre coût de produit? Parce que si vous avez un fournisseur local, là, c'est une tank à gaz pour un Saint-Hubert, là, c'est pas la même affaire. Fait que là, on le met pas dans le coût de produit, mais c'est injuste par rapport à la comparaison que vous faites avec votre fournisseur québécois. T'sais, quand je te parlais tantôt des produits endommagés, il y a des gens qui disent, non, on fait un write-off, puis on envoie ça dans le container à recyclage. T'sais. Oui, mais c'est parce que ton fournisseur québécois, lui, que tu fais pas de write-off, qui vient le rechercher, qui te ramène le produit après quand il est correct, ton coût de damage, de produits endommagés, excuse-moi l'anglicisme, mais si ça te coûte, mettons, 5% par année de produits endommagés, puis tu ne le mets pas dans ton coût de produit,
ben c'est parce que c'est pas juste. T'sais. Fait que c'est là, comme tu dis, les coûts cachés, ils sont pas considérés, effectivement. Ah oui, puis même si on calcule en plus les produits, justement, tu fais un write-off, là, comme on dit en anglais, mais tu as un délai après ça pour avoir des nouveaux produits ou tu as un manque là, de Exact. produits à livrer ou il faut que tu en commandes plus pour être sûr d'avoir la bonne quantité. Donc, tu as un gaspillage puis tu as, de l'accumulation dans l'entrepôt. Donc, effectivement, il y a tout ça. Dans le même ordre d'idée, Investissement Québec a mis en place il y a quelques années une stratégie qui est intitulée Je m'approvisionne au Québec. Est-ce que tu peux nous la présenter brièvement? Ben écoute, cette stratégie-là, on est en train justement de l'évoluer, mais à la base, ce qu'on veut, le mandat d'Investissement Québec, c'est d'être un catalyseur du développement économique au Québec. Donc, par rapport aux chaînes d'approvisionnement, ben ça a parti en 2021, justement dans le contexte de crise de pandémie, mais le gouvernement nous a demandé de mettre en place une stratégie qui pourrait aider les entreprises québécoises à acheter davantage au Québec. Donc, ben on a une équipe qui est là pour aider vraiment à la substitution des importations, qui est là à la recherche de fournisseurs, puis qui va vous aider, etc., à faire ça. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle nos chantiers de renforcement de chaîne d'approvisionnement. Donc, on a une équipe qui va regarder dans les secteurs stratégiques, l'aéronautique, transport, tous les secteurs stratégiques. On va regarder, est-ce qu'il y a des enjeux qui viennent nuire à nos chaînes d'approvisionnement, qui viennent nuire au secteur stratégique, des enjeux d'approvisionnement local. Donc, ça peut être soit qu'on n'est pas productif, soit on manque de capacité, soit on a tout simplement un trou dans la chaîne. On dit, ben ça, il n'y en a pas. Fait que, je peux donner des exemples qui ne sont pas reliés à votre secteur, mais dans les harnais électriques, ben premièrement, il y a un manque de capacité en harnais électriques. Puis deuxièmement, il y a avec le développement du transport électrique, des harnais à haut voltage, il y a aucune production au Québec ou très peu. Là, on identifie des opportunités et là, on met des projets en place qui peuvent être autant de l'innovation avec des entreprises locales, autant du développement de capacité, mais aussi de l'attraction d'entreprises étrangères, venir combler les trous qu'il pourrait y avoir. Fait que ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, dans le fond, il y en a 4. Le troisième volet, c'est toutes les filières stratégiques, comme la filière batterie. On est en train d'accompagner les entreprises de la filière batterie qui, là, commencent à préparer leurs opérations, donc la production, et qui, là, cherchent à s'approvisionner localement. Donc, on est en train de les aider à identifier des fournisseurs locaux. Entre autres, dans le plastique polymère, il y en a beaucoup avec certains joueurs avec qui on est en discussion. Puis on fait le maillage. On dit, ben, entreprise XYZ, on aimerait vous présenter 4 fournisseurs dans tel type de composantes de plastique, par exemple. Des fois, il y a des critères de qualification qu'ils vont nous donner, qu'on va être capable de préfiltrer avec l'entreprise. Puis on va amener ça à l'entreprise XYZ de la filière batterie pour dire, ben voici des fournisseurs. Et là, après ça, l'entreprise va faire sa démarche. Et on fait même une cartographie. Présentement, on est en train de faire une cartographie là, de tous les fournisseurs possibles selon les différents besoins de la filière batterie. Et le dernier élément qu'on a, qui est intéressant, qui est moins connu, mais qui peut être intéressant dans certains secteurs manufacturiers, c'est tous les marchés publics du gouvernement. On aide les entreprises québécoises à soumissionner davantage aux appels d'offres publics du gouvernement. Donc, juste donner un exemple, l'an dernier, on a eu 150 millions de contrats publics qui ont été gagnés à des entreprises qu'on a fait du référencement et de l'accompagnement dans les appels d'offres publics. Et ben, ces entreprises québécoises deviennent fournisseurs du gouvernement. Et il y en avait là-dessus le quart qui n'avait jamais soumissionné au gouvernement avant. Donc, c'est bien intéressant, c'est de la nouvelle business. Et souvent, ben là, la découlante de ça, ben, c'est la chaîne d'approvisionnement qui va toucher votre secteur et d'autres secteurs. Fait que ça, c'est nos 4 volets. Dans justement cette stratégie-là, vous avez étudié beaucoup d'informations justement financières, puis vous avez notamment étudié le coût réel d'importation des produits au Québec, puis il apparaît qu'au moins 20% des coûts d'importation sont souvent sous-estimés. Ça veut dire quoi pour les entreprises puis les consommateurs à ce moment-là? Tu sais, dans le fond, ce qui revient à ce qu'on parlait tantôt au niveau des coûts cachés puis tout l'ensemble des coûts. On a selon plusieurs études là, qui ont été faites à l'échelle mondiale, il y a effectivement à peu près 20% des coûts qui sont pas considérés lorsqu'une entreprise va dire, OK, ben j'achète ça en Chine, ça me coûte X, puis j'achète ça au Québec, ça me coûte Y, puis ça me coûte 30% plus cher ici. Mais la réalité, c'est qu'il y a une partie des coûts qui sont pas considérés dans l'équation. C'est beaucoup de choses qu'on a parlé tantôt. Donc, comment on amène les entreprises à dire, ben c'est le fun que tu compares, mais compare de façon juste et équitable. Et on a créé un calculateur du vrai coût d'importation. Donc, un outil très facile sur Excel où est-ce que les entreprises rentrent un paquet de paramètres là, qui sont très faciles à intégrer. Et ça va leur donner justement sur les facteurs de risque des pays, risque de bris de chaîne d'approvisionnement, les éléments justement qu'on a parlé au niveau des taux de rejet, la fréquence des containers, comme là on le voit, le prix des containers augmente, donc comment on en tient compte là-dedans, les voyages que vous faites à l'étranger, tout ce qu'on a parlé tantôt, les taux d'intérêt, l'utilisation de la marge de crédit financier, fait que tu arrives à la fin,
puis tu as un portrait plus juste pour comparer. Puis un exemple, je peux te donner une entreprise dans le secteur du meuble qui avait une composante d'ailleurs de plastique qu'elle achetait au niveau de ses pattes de meubles, puis elle était convaincue que c'était 25% plus cher d'acheter au Québec. Et on a fait l'exercice du calcul avec le propriétaire de l'entreprise. Et c'était intéressant parce qu'on a dû faire le calcul 3 fois parce qu'à chaque fois, on arrivait au même résultat, mais il ne croyait pas. Fait qu'il dit, on va le recommencer. Puis là, c'est lui qui nous dit les chiffres, là, tu sais. Oui, puis là, on le rentrait dans le calculateur. Puis là, la troisième fois, il dit, OK. Donc, la différence de coût qu'il croyait de 25% était réellement 4%. Fait que lui, il dit, à 4%, moi, je ne vais pas tout transférer, mais je vais vraiment transférer une grosse partie de ma production, de mes achats ici localement, parce que c'est bien facile de travailler avec un fournisseur local. Fait que donc, tu vois que c'est ça qu'on essaie de sensibiliser les gens pour briser un peu ce préjugé-là sur la différence de coût. Mais, comme je disais tantôt, on a des enjeux de productivité au Québec, donc c'est certain que des fois, ça coûte plus cher. Et il y a des matières premières, tu sais, ça vous concerne moins directement, mais tu sais, je regarde l'acier en Chine, il y a du dumping d'acier. Fait que c'est certain, quand on compare des produits d'acier, mais même si l'entreprise ici est hyper productive, c'est certain que le coût d'acier de base est moins cher. Mais la plupart du temps, à niveau comparable, si la productivité est bonne, ben les entreprises sont très compétitives. Dans votre secteur, d'ailleurs, c'est très compétitif par rapport à l'importation. L'industrie est quand même assez a innové quand même puis investi beaucoup dans le secteur. Oui, puis d'ailleurs, il y a encore place à beaucoup d'améliorations, puis il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent, qui se robotisent, automatisent, ainsi de suite. Donc, la productivité ne peut qu'augmenter. Donc, ça devrait faire qu'on est encore plus compétitif et même beaucoup plus avantageux. Exact. Volet développement durable, maintenant, sur le site, justement, je m'approvisionne au Québec. Il est affirmé que l'achat local minimise les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par le transport, notamment. Pourquoi une entreprise devrait considérer les émissions de gaz à effet de serre dans sa chaîne d'approvisionnement? En quoi elle y gagne? Ben écoute, c'est super intéressant comme question. Puis, tu sais, Simon, effectivement, les gaz à effet de serre, il y a deux enjeux à l'achat, à l'importation, principalement dans des pays comme en Asie, là, où est-ce que la production est encore, bon, il y a un petit peu d'électrification, un petit peu d'énergie verte, là, mais c'est encore très pétrole, charbon là, au niveau des sources d'énergie. Donc déjà, la production n'est pas faite d'une énergie verte, mais ça, je le mets même de côté. Tu parlais du transport, c'est de gros enjeux. Donc, on a des entreprises qui intègrent des politiques de développement durable, dans lesquelles ils ont des objectifs de diminution des GES. Et on veut sensibiliser les entreprises au fait de dire, ben, ton transport à l'importation, très gros producteur de GES. Fait que c'est pas, tu sais, tu pars d'un produit qui part de Shanghai, transport à bateau jusqu'à Vancouver, Vancouver embarque sur le camion ou sur le train jusqu'à Montréal, Montréal embarque sur le camion jusqu'à Québec. Donc, on a créé un outil, encore là, très simple, super facile d'utilisation, où ce que les entreprises mettent le point de départ, le point d'arrivée, et il va se calculer selon avec certains paramètres complémentaires, là, mais ça va calculer l'émission de gaz à effet de serre de ce transport-là. Et tu peux le faire comparatif. OK, mais si j'ai un fournisseur, je suis à Drummondville, puis j'ai un fournisseur à Rimouski, mais je vais faire le comparatif, et là, ça va te permettre de voir l'économie de gaz à effet de serre. Ça fait que si tu as une politique de développement durable avec des objectifs de diminution des GES, ben, ça va te permettre de dire, ben là, OK, déjà, j'ai une source de contribution. Le deuxième élément, puis je vais te donner un exemple très concret. Beaucoup de filiales européennes au Québec, on le sait qu'en Europe, ils sont très en avant sur tout le développement durable, les politiques de développement durable, etc. Donc, soit tu fais affaire à des filières au Québec ou tu vises l'exportation vers l'Europe. Dans les deux cas, les grandes entreprises ont des politiques de développement durable très, très sévères et avec des exigences de leurs fournisseurs qui sont très importantes. La chaîne d'approvisionnement en fait partie. L'exemple que je vais vous donner concret, c'est Prévost, fabrique dans Bellechasse, fabricant d'autobus, donc d'autocars. Prévost a reçu, il y a un an et demi, 2 ans, une demande de Volvo, sa maison mère mondiale, qui s'appliquait à toutes leurs filiales à travers le monde pour dire on veut que les fournisseurs respectent notre politique de développement durable et en plus intègrent ISO 14001. Puis là, ben, les gens de Prévost au Québec disent ben moi, j'ai besoin que mes fournisseurs suivent la route, sinon je vais être obligé je ne pourrai plus m'approvisionner d'eux autres. Fait qu'on le voit qu'il y a des menaces reliées à ça. L'autre élément, on entend beaucoup Nordvolt ces temps-ci, mais Nordvolt dit moi, je veux produire la batterie la plus verte au monde à partir du Québec. Mais c'est certain que si, dans les composantes qu'ils veulent acheter localement, mais c'est certain que si tu as des politiques de développement durable, si tu importes des choses, ça va faire partie des exigences. Et ça, c'est quelque chose qui de plus en plus va rentrer dans les demandes dans la chaîne d'approvisionnement. Si on veut faire un résumé de tout ça, on a mentionné qu'il y a un avantage financier indéniable à s'approvisionner au Québec. Là. Il y a une économie, surtout si on fait le calcul avec votre calculateur. Mais si on veut donner des arguments de plus,
pour faciliter l'approvisionnement au Québec. Comment les donneurs d'ordre, les OEM, les détenteurs de marques, avec aussi les manufacturiers qui sont sous-traitants pour ces clients-là, comment ils peuvent travailler ensemble afin d'assurer le développement, voire même le renforcement des chaînes d'approvisionnement au Québec, puis créer de la valeur non seulement pour l'économie du Québec, mais aussi pour l'économie de chacune de ces entreprises-là? Là. Très bonne question, Simon. Je trouve que ça résume bien ce qu'on jase depuis tantôt. Je vais te relativiser une conférence que j'ai faite il y a quelques semaines ici à Montréal avec le Journal des Affaires, où mon mot était « Êtes-vous prêts? » Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous appellent, on aimerait faire affaire avec les gens de la filière batterie, on aimerait faire affaire avec Ultium-Cam, avec Nordvolt, on aimerait. Et présentement, puis là, ça va être la même chose, le plan 2035 d'Hydro-Québec, ben c'est beaucoup de c'est 100 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années. C'est du jamais vu là, en termes d'opportunités, de volume d'affaires. Chantier des Vies, la même chose, des contrats qui s'en viennent, ça va être des gros contrats. Mais ces grands projets-là vont demander des grandes exigences en termes de certification, en termes de développement durable, en termes de productivité, mais aussi en termes de capacité. Et le défi qu'on a présentement, puis c'est là que nous, on veut servir de pont entre les donneurs d'ordre et l'écosystème de fournisseurs au Québec, que ce soit les tiers 2, les tiers 3, les tiers 4, c'est vraiment être capable de dire, regardez, là, je l'ai vu dernièrement sur une entreprise de la filière batterie qui nous donnait des produits qui vont vouloir approvisionner au Québec. J'avais pas une entreprise québécoise qui avait la capacité de fournir la demande. C'est tellement gros. Mais là, l'entreprise nous dit, oui, mais c'est parce qu'on veut le faire. Bon, OK, bien là, on va regarder pour identifier peut-être de la consolidation, peut-être un joueur décide d'investir. Et ça, c'est tous ces grands projets-là. Hydro-Québec, la même chose. Hydro-Québec me dit, moi, nous, on a une politique d'achat québécois. On va demander à nos entreprises, nos tiers 1, de maximiser les opportunités que s'approvisionner au Québec. Mais encore là, c'est des volumes extraordinaires. Les gens d'Hydro me relataient dans une certaine catégorie de produits, un secteur, on dit, nos 3 fournisseurs actuels au Québec qui font la job, dans le plan 2035, ils ne seront même pas capables à 3 fournir à peu près le tiers de ce qu'on aura besoin. Fait que là, donc, on a besoin au Québec de vraiment créer un pont actif entre la reconnaissance des besoins et les entreprises. Chez nous, on les appelle souvent, mes collègues du réseau régional les appellent les SVP. Les entreprises qui savent, qui veulent puis qui peuvent. Tu sais, celle qui dit, écoute, moi, je lève la main, là, puis ça me tente. Là. Puis d'ailleurs, on a 2-3 entreprises dans votre secteur qui ont fait ça, ils ont levé la main. Ils ont dit, moi, là, je ne veux pas laisser passer la parade. Là. Puis là, on dit, OK, ben là, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, comment? Donc, nous, on a présenté les besoins aux fournisseurs. Dit, voici, OK, je vous reviens. Il dit, OK, ben moi, j'aurai besoin d'investir 25 millions dans ma shop pour pouvoir fournir ce client-là. Parfait, on a fait un maillage avec le client. Il y a eu des due diligence qui se sont faits là, pour validation de fournisseurs. Et là, il y a une entente qui est en train de s'établir entre ces deux gens-là. Donc, nous, après ça, on va aider l'entreprise à augmenter sa capacité, donc au niveau du financement, au niveau des outils technologiques, l'innovation, l'automatisation, puis on va amener l'entreprise à passer à l'autre niveau. Et c'est ça le défi présentement au Québec, c'est que, tu sais, la grande force du Québec, c'est la PME, mais dans le contexte de développement économique qui s'en vient là, il faut faire passer nos petites à moyennes puis nos moyennes à grandes, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut réussir à faire. Puis là, il faut que la connexion entre les besoins et les entreprises se fasse pour que les entreprises soient capables de dire, OK, je suis là, il faut que je monte là. Donc, je suis prêt à le faire. J'ai rencontré une belle entreprise dans un autre secteur, un fournisseur dans la région de la Mauricie il n'y a pas longtemps, puis il dit, écoute, nous autres, on a décidé d'investir 50 millions pour pouvoir être capable de répondre aux besoins qu'on nous propose, puis on est en train de négocier des ententes, puis ça va être notre tremplin de développement économique. Fait que je pense que c'est ça le défi des chaînes d'approvisionnement au Québec qui s'en vient. Mais c'est la grande opportunité. Il faut juste pas se ramasser dans 10 ans. Et moi, je me rappelle t'es trop jeune, toi, mais je me rappelle de Jean-Marc Chaput, qui était un des grands motivateurs québécois, puis qui a fait la pluie de beau temps dans le motivateur plus connu. Mais Jean-Marc Chaput disait, quand il y a une parade, il y a 4 personnes. T'sais. Il y a lui qui est en avant de la parade, il y a lui qui est dans le milieu de la parade, il y a lui qui est en arrière de la parade, puis il y a lui qui arrive après la parade, puis qui dit, voyons, non, comment ça, il y a plein de déchets à terre, qu'est-ce qui s'est passé ici? T'sais? Fait que, tu sais, là, on veut et tout dans cette parade-là, nous autres, au niveau des on veut pas se retrouver dans 10 ans, parce que la journée qu'un joueur de la filière batterie va vouloir combler son besoin par un fournisseur étranger parce qu'il n'aura pas le besoin local, il sera plus délogeable après, le fournisseur étranger. Tu sais, c'est quoi comme moi de changer de fournisseur? Une fois que j'ai rentré un fournisseur, peu importe d'où il vient, s'il fait un job, je ne changerai pas. Là. Fait qu'il faut profiter. Puis là, il y a une fenêtre d'opportunité dans tous ces grands projets-là de 2-3 ans
pour comprendre les besoins, faire les investissements, puis amener la capacité qu'on a besoin de faire pour la suite. Fait que je pense, puis votre secteur est en première ligne de toutes ces opportunités-là. Autant tout ce qui est plastique, polymère, c'est un secteur, vous autres, qui est encore en plein développement. Il y a beaucoup d'innovation qui se fait. Tu sais, l'allègement des transports, tout le transport électrique. Votre secteur est directement relié, mais c'est des gros projets qui s'en viennent, c'est des grosses opportunités. Fait qu'il faut être capable. Puis, tu vois, il y a 2 entreprises présentement. Je vais te donner un exemple de ce qu'on fait. 2 entreprises avec qui l'entreprise nous a donné les critères de performance de ses fournisseurs. Ils nous ont donné, voici nos fournisseurs, là, c'est sur quoi qu'on va les mesurer maintenant. On a pris, dans un cas d'une entreprise, tous ces 30 fournisseurs. On les a tous benchmarkés par rapport aux critères. On les a mis rouge, jaune et vert. Puis là, on est capable d'aider les fournisseurs à dire, ben là, si tu veux continuer de fournir lui, là, ben lui, il veut que tu passes au vert. Là. Fait que voici le plan de match. Mais ça va être ça, le marché mondial qui s'en vient. C'est cette pression-là de développement, productivité, capacité, innovation, certification. Tu sais, c'est ça qui va être les attentes de demain. Puis je pense que dans votre secteur, vous avez vraiment là une belle opportunité de donner un gros levier au secteur avec tous les projets qui s'en viennent. Ah, ça, c'est indéniable. Puis des polymères, plastiques, composites, il y en a dans tout. Puis il va en avoir de plus en plus, justement, avec les transports, les besoins de certaines capacités de production, de flexibilité de matériel. Mais là, je vais m'étirer un petit peu en terminant. On parlait justement de gros contrats qui s'en viennent, de gros besoins. On a beaucoup de la PME au Québec, surtout dans l'industrie manufacturière de la plasturgie. Il y en a plusieurs qui vont investir. Il y en a qui pourront peut-être pas investir autant ou auront peut-être pas la capacité dans les délais, mais est-ce qu'il pourrait être envisagé un modèle d'affaires où il se crée des consortiums? Pour être capable de répondre à une demande, on se met à 3-4, puis on le travaille ensemble, puis on grossit ça ensemble, puis après ça, au pire, on prendra chacun notre part, mais pour être capable de faire un certain nombre d'années, est-ce que c'est un modèle à envisager? Bien, je suis content que tu t'étires, Simon, c'est drôle, on n'en a pas parlé avant, mais effectivement, j'en parlais de mes collègues tantôt. Tu sais, il y a 2 éléments. Le premier, c'est qu'au Québec, on rentre dans une phase où il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont commencer à considérer d'aller à la retraite. Tu sais, il y a des entrepreneurs vieillissants, là, puis c'est dans tous les secteurs. Donc, c'est une belle opportunité pour faire de la fusion puis de l'acquisition d'entreprises. Intégration verticale, augmentation de capacité. Tu sais, une PME qui fait 20 millions, qui n'achète un autre ou qui se fusionne avec un autre qui en fait 20. Tu sais, on a vu dernièrement que Garaga, belle entreprise de la Beauce, qui a fait une fusion avec Novatec. Donc, une entreprise qui avait besoin de relève. Garaga qui a une relève, attache les entreprises ensemble. Tu te ramasses une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Tu sais, des entreprises d'1 milliard québécoises, on n'a pas tant que ça. Là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout faire des entreprises d'1 milliard, mais une entreprise qui fait 20 millions et une autre qui fait 20 millions, ça fait toujours bien une entreprise qui développe une nouvelle masse critique de 40 millions. Puis souvent, le 40 amène tout de suite au 60 puis au 100. Tu sais, c'est là que ça donne. Mais je pense que, tu sais, vous connaissez votre secteur. Moi, je suis une entreprise dans mon secteur, je vais savoir c'est qui les joueurs puis tout ça. Ayez pas peur d'avoir la conversation. On n'est plus dans la compétition, on est dans la coopération. J'en ai vu des entreprises le faire, puis souvent, on se garde un peu de gêne, puis j'ose pas trop. Puis non, écoute, moi, je suis en train de regarder, toi, tu commences à être vieillissant. Avant qu'ils vendent à un compétiteur, là, peut-être que vous devriez faire l'appel pour voir s'il est intéressant de vendre à vous. T'sais. Puis c'est là, puis soyez le premier. Moi, j'avais un agent d'immeuble qui m'avait dit les maisons les plus faciles à acheter, c'est celles qui sont pas en vente. Oui, effectivement, il y a moins de monde dessus. Il y a moins de monde dessus. Fait que, tu sais, mais oui, dans tous les secteurs, il va y avoir ces belles opportunités-là. Puis encore là, Investissement Québec, on est là pour soutenir ces projets-là en financement, en accompagnement. T'sais. Oui, bien, vous avez plusieurs services, puis je pense que ça vaut la peine que les gens vous appellent, prennent contact avec les différentes équipes, parce que vous avez différentes unités d'affaires, puis il y a toutes sortes d'opportunités d'accompagnement, de services, de soutien, de financement et autres. Alors, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'ils prennent contact avec vous. Merci beaucoup, Stéphane. Vraiment intéressant, puis on se reparle très bientôt. Hey Simon, c'est un plaisir. Tu es un collaborateur extraordinaire avec ton industrie. Puis je pense qu'on a encore plein de projets à travailler dans les prochaines années. On ne s'ennuiera pas. Merci beaucoup. Salut! C'était M. Stéphane Drouin, vice-président achat québécois et développement économique chez Investissement Québec. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymèrequebec.com.